Bonjour à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une grosse demi-heure pour parler d'actualité. Cette émission, c'est aussi la vôtre, alors n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais également sur Facebook. On est en live sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et des questions, il peut y en avoir. Au sommaire aujourd'hui, je reçois Martine Berthet, sénatrice, une toute nouvelle sénatrice de la Savoie. Nous évoquerons avec elle les sujets qu'elle défendra au Sénat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous parlerons aussi bande dessinée avec notre chroniqueur Vincent Poirier de BD Fugue à Annecy. Il nous a fait une petite sélection. Et puis Sébastien Germain viendra nous parler de sa série consacrée cette semaine à l'école. Nous serons aussi en direct de Lyon, si tout va bien, à l'occasion du sommet franco-italien avec Fanette de Buisson. Pour l'instant, ça a pris un petit peu de retard, donc on espère avoir Fanette au cours de cette émission. Mais avant le JT avec toi, Olivia, qu'est-ce qu'on trouve dans l'actu aujourd'hui? Alors, deux titres à l'actualité ce soir. On ira d'abord au Grand Bornand où il y a le projet de nouvelles pistes qui fait polémique. Il y a même un groupe Facebook qui a été créé à l'encontre du projet. Donc, c'est Sonia Mussier qui s'est rendue sur place. Le directeur des remontées mécaniques a voulu faire le point. Et deuxième titre, donc c'est la suite de notre série de la semaine avec Sébastien Germain sur les écoles alternatives. Et ce soir, je vous laisse un peu de suspense, mais c'est une pédagogie qui est très très particulière. Très bien, eh bien, on en parlera de toute façon tout à l'heure avec Sébastien à la fin de l'émission. Oui. Et puis l'actu, Olivia, ça se passe aussi chez nos confrères. Et on commence, on parle licorne. On parle licorne, pardon, excusez-moi, avec Le Temps. Donc Palantir Technologies s'installe au bout du Léman. Alors Palantir Technologies, c'est une entreprise qui est une licorne. Alors là, la licorne, c'est quoi? C'est le surnom des firmes privées valorisées à plus d'1 milliard de dollars, ce qui est assez énorme, sachant que cette entreprise est la 4e licorne la plus importante de la planète. Alors elle est le numéro 1 du Big Data. Elle a comme pour principaux clients le pétrolier BP, l'assureur AXA, le gouvernement américain, autrement dit la CIA, ou encore le Crédit Suisse. Alors le nombre de collaborateurs déployés n'a pas voulu être communiqué, c'est top secret. Très bien, c'est rigolo comme nom, licorne. Une licorne. Et puis des licornes aux ânes, il n'y a qu'un sabot. Exactement. Alors on revient sur cette histoire des 4 ânes qui avaient été abattus par le chasseur suisse. Donc Sandrine Lassalle a eu beaucoup de soutien de France et d'ailleurs. Le cirque Arlette Gruss voulait lui offrir 3 jeunes ânes. Elle a refusé. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Il y a plusieurs personnes partout qui avaient en France fait des cagnottes, qui avaient voulaient, proposé. Exactement. Elle a confié au Dauphiné ne pas vouloir reprendre des ânes tout de suite et elle espère en reprendre au printemps prochain. Il lui faudrait des ânes âgés de 5 à 6 ans et déjà éduqués pour la randonnée. Très bien. Et avec vous, Pauline, justement, on parle du Lyon-Turin. Eh oui, un sujet qui va vous intéresser, dont on parlera tout à l'heure avec vous, Martine Berthet. On essaiera de retrouver Fanette si tout va bien. Et c'est Laurent Wauquiez qui a pris donc position sur le Lyon-Turin, le président de la région. Il dit, je cite, « La santé de nos enfants ne peut pas dépendre d'arbitrage parisien. Il y a risque réel de voir aujourd'hui à Lyon le président de la République confirmer les travaux du tunnel de base et le contournement ferroviaire de Lyon et en même temps de repousser, je cite, au calendrier grec la réalisation des accès entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Un tunnel hyper moderne avec des chemins de terre pour y accéder, ce n'est pas bien, selon le président de la région. C'est pour Laurent Wauquiez une ineptie, un truc de technocrate. La région assure, elle, qu'elle tiendra ses engagements avec notamment l'insertion du tunnel de base. Il espère donc que l'État en fera autant. On en saura plus ce soir après ce sommet franco-italien. Et puis on parle archéologie. Et oui, et plus précisément, Olivia, de sites palafitiques. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Absolument pas. Martine Berthet non plus. Alors, palafite, cela veut dire champ de pieux. Alors, au fond du lac d'Annecy, 3 zones de ce genre ont été identifiées. Elles font partie des 111 sites palafitiques, c'est pas facile à dire, recensés sur l'ensemble de l'arc alpin et qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ces pieux représentent les vestiges d'habitations de civilisations anciennes construites sur ou au bord des lacs. Le site palafitique du Crêt de Châtillon serait le plus ancien du lac d'Annecy. Il date du néolithique moyen, soit 3800 ans avant notre ère, détaille Yves Billot. Son étude permet aux chercheurs de reconstituer le mode de vie des civilisations ayant vécu là et de comprendre l'organisation des maisons et des villages. C'est un reportage complet à retrouver chez nos confrères de France Bleu et c'est très très intéressant. Incroyable. Merci beaucoup Olivia. Bon, je Merci. te laisse aller. On se revoit à la fin de l'émission pour les titres du JT. Exactement. Et puis je te laisse continuer la préparation du journal. À tout à bien, l'heure. à tout à l'heure. Je reçois donc aujourd'hui Martine Berthet. Vous êtes la nouvelle sénatrice de la Savoie, première femme sénatrice de la Savoie. C'est une satisfaction, j'imagine, en plus d'être sénatrice, d'être la première femme. Alors une satisfaction, bien sûr, que mes collègues grands électeurs et grandes électrices, parce que peut-être aussi
que la féminisation... Alors, je vais vous couper parce que votre micro apparemment n'est pas allumé. Alors, je me permets. Hop, voilà, c'est les aléas du direct. Et voilà, le micro est allumé, on vous entendra bien. Voilà, c'est parfait. Alors, donc, donc vous disiez c'était une fierté. Oui, donc je disais qu'effectivement, c'est une fierté et bien sûr, je remercie toutes les grandes électrices et tous les grands électeurs qui m'ont fait confiance. Bien sûr, être la première femme sénatrice, c'est un honneur au-delà d'être une fierté. Vous n'allez pas vous sentir trop seule, il y a d'autres femmes qui ont été élues, mais très peu aussi finalement. Très peu. Ça Alors, reste encore, c'est vrai qu'il n'y a pas encore la parité au Sénat, mais petit à petit, les femmes sont là et commencent à s'imposer. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quels seront les dossiers qui vont vous tenir à cœur durant votre mandat? Alors bien sûr, le dossier primordial, c'est le dossier des finances communales, avec nos territoires qui sont très impactés, puisque les communes rurales et les maires ruraux sont très inquiets quant au devenir de leurs communes. Donc nous avons en Savoie beaucoup de territoires ruraux majoritairement. Il y a aussi nos territoires de montagne, et les communes de montagne et les communes de station qui se posent beaucoup de questions également. Et voilà, de gros sujets sur lesquels il faudra être très vigilant de façon à leur permettre, notamment aux stations, de continuer leurs investissements et de rester compétitives sur le plan international. Vous dites parce que c'est notamment avec la taxe d'habitation qui va être supprimée. Ça, c'est un gros point pour ces communes. Il y a plusieurs impacts. Bon, tout d'abord, bien sûr, des compétences transférées sans donner de moyens en face, de les mettre en œuvre. Mais au-delà de ces compétences transférées, ce sont encore des baisses de dotation très importantes qui sont annoncées, 13 milliards d'euros, donc c'est assez énorme compte tenu des efforts qui ont déjà été faits sur les 4 dernières années. Et puis également un fonds de péréquation qui impacte, et là c'est quand même assez exceptionnel en France, qui impacte toutes les communes de notre département. Et là, effectivement, il faudra trouver des ajustements pour que ce fonds de péréquation soit plus juste et que l'on tienne compte des charges inhérentes aux communes rurales, des charges inhérentes aux communes de montagne et de stations plus particulièrement. Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui son budget, justement la taxe d'habitation entre autres en fait partie. Oui. L'idée c'est qu'au Sénat, alors vous êtes étiqueté les Républicains, oui. Vous êtes donc dans l'opposition. L'idée c'est quoi? C'est de faire revenir Emmanuel Macron sur cette décision, notamment de la taxe d'habitation, de voir différemment. Il a encore temps de discuter? Oui, je pense qu'il est encore temps de discuter, de proposer des amendements. Le Sénat est avant tout ce garde-fou, ce contre-pouvoir. Il doit être là pour assurer l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre des territoires. Et effectivement, il faudra proposer des amendements, faire des propositions. Alors avant de continuer cette interview, on a les aléas du direct. Fanette de Buisson est disponible, elle est du côté de Lyon, au sommet franco-italien. Fanette, alors la connexion n'est pas très bonne, mais on vous voit quand même. Est-ce qu'ils sont arrivés, le président de la République et son homologue italien? Mais écoute, Pauline, ils viennent à l'instant d'arriver, ils viennent de rentrer dans la préfecture qui est juste derrière moi. Là, vous voyez aussi les journalistes qui attendent maintenant que ministres et chefs d'État soient bien au chaud, disons, pour rejoindre la salle de presse. Une conférence de presse est prévue à 19h15. Parmi les dossiers chauds, il y en a plusieurs. Il y a le Lyon-Turin. On le sait, au mois de juin, la ministre des Transports a demandé une pause. Donc, ça va faire partie des entretiens bilatéraux qui vont avoir lieu là, maintenant, avant la conférence de presse. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de journalistes. Oui, il y a une centaine de journalistes accrédités sur ce sommet franco-italien, le 34e. Ce n'est pas le premier qui a eu lieu à Lyon. Et à chaque fois, là, quand j'ai préparé un petit peu cette journée, à chaque fois, c'est indiqué dans les articles d'archives que c'est un sommet décisif. C'est encore le cas aujourd'hui, que ce soit sur la question des migrants, sur le dossier STX ou sur le Lyon-Turin. Donc, effectivement, beaucoup de journalistes français et italiens. Martine Berthet est avec nous sur le plateau. Est-ce que vous avez une question ou alors une réaction par rapport à ce sommet franco-italien? Mais une réaction, oui, effectivement. Il y a 2 gros sujets. Le sujet des migrants et notamment en Savoie, nous sommes très impactés, Savoie, Haute-Savoie, sur l'accueil des mineurs étrangers.
Et donc également ce sujet primordial du Lyon-Turin, à la fois sur l'impact et les aspects économiques, mais aussi sur les aspects environnementaux. Eh ben, merci beaucoup Fanette, bon courage pour cette fin de journée qui risque d'être sportive a priori. Et puis on retrouvera ton reportage complet demain dans le JT et normalement si tout va bien peut-être tout à l'heure en Skype dans le JT. Merci beaucoup Fanette. À tout à l'heure. On le disait, donc vous parliez des migrants, effectivement. Ce Lyon-Turin, c'est aussi un sujet dont on parle beaucoup. Vous êtes pour, vous êtes contre, comment vous vous positionnez par rapport à ce chantier dont on parle depuis des années? C'est un sujet très complexe, effectivement, qui dure depuis de nombreuses années parce que, bien sûr, il y a les coûts, mais il y a aussi peut-être se donner les moyens de préserver cette économie et ces liens qui sont indispensables. Et puis également, on le voit bien que les deux tunnels sont saturés, que ce soit le Mont Blanc ou le Fréjus, avec les camions. Donc surtout pour moi, ce qui est important, c'est de permettre ces transports par le train. Je pense que ça, c'est vraiment la priorité. Et je pense qu'il faut se mobiliser pour cet aspect-là. C'est quand même une inquiétude que Emmanuel Macron suspende ce chantier alors qu'il avait démarré, ça a déjà eu du mal à démarrer, qu'il arrive au pouvoir, il le suspend. C'est compréhensible selon vous ? Alors bon, un aspect peut être compréhensible, c'est qu'effectivement, il veut se donner le temps d'évaluer, de regarder quels sont les gros chantiers nationaux et d'y mettre des priorités. Par contre, ce qui ne serait pas compréhensible, c'est que ce chantier soit arrêté. Déjà parce que des moyens ont été investis sur ce chantier et qu'il paraît quand même indispensable aux yeux de tous. Alors on va revenir sur d'autres projets, ceux qui vous tiennent à cœur. Vous avez aussi parlé d'accès aux soins à la ruralité, notamment sur les territoires de montagne. C'est une vraie problématique chez nous en Savoie. Oui, tout à fait. C'est sur nos départements, c'est une grosse problématique. Et il est important que au niveau du milieu rural, mais d'ailleurs pas que milieu rural, parce que aussi des communes déjà de taille importante sont impactées par le manque de médecins. On le savait, c'était connu de tous que nous allions arriver à une période de nombreux départs en retraite des médecins. Mais maintenant, il faut se donner les moyens de pallier à ces départs en organisant en pôle de santé nos territoires et aussi peut-être en allant beaucoup plus sur la télémédecine, par exemple, qui pourrait être aussi un moyen de pallier à ce manque de médecins. Mais avant tout, il faudrait que nos territoires soient équipés en très haut débit. Et justement, la Savoie n'est pas assez attractive pour les médecins ? Il faut faire plus d'attractivité? Je pense que la Savoie est attractive. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'effectivement, il y a tout de même un manque de médecins puisque leur façon d'exercer leur métier a évolué, ce qui peut être compréhensible. Ce ne sont plus des médecins qui travaillent de 7 h le matin jusqu'à 22 h le soir, comme ça a pu être le cas dans le passé. C'est vrai que les modes de vie ont évolué, la profession s'est beaucoup féminisée aussi. Le médecin de famille, comme on le connaissait avant, n'existe plus vraiment? Non, plus vraiment. Je pense qu'ils sont en voie de disparition. Mais effectivement, il faut organiser ces pôles pour que l'exercice de la médecine soit plus facile à mettre en œuvre pour les médecins. Alors en termes de calendrier, comment ça va se passer? Quand est-ce que vous allez prendre vos fonctions? Quand est-ce que vous allez quitter la mairie d'Albertville? Puisque je le rappelle, vous étiez maire d'Albertville enfin vous êtes toujours. Je suis toujours. Et vous devrez lâcher votre mandat de maire. Comment ça va se passer en termes de calendrier? Alors, donc, comme cette élection en Savoie est une élection un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une élection sénatoriale partielle avec le remplacement de Michel Bouvard pour les 3 années de mandat qu'il reste, donc je suis déjà effectivement en place. Depuis le 24, mon élection est effective pour la moitié du Sénat qui a été renouvelée, ce qu'on appelle la série 1. L'effectivité du poste sera à partir du 2 octobre. Donc voilà, les sessions, la rentrée pour tout le monde, ce sera le 2 octobre avec une semaine un peu complète puisqu'il va y avoir le vote des différentes commissions, des présidents, vice-présidents, etc. Et puis ensuite, effectivement, alors j'ai jusqu'à la fin du mois d'octobre pour démissionner auprès de Monsieur le Préfet. Et dès qu'il aura enregistré ma démission, à ce moment-là, il faudra que le conseil municipal d'Albertville élise un nouveau maire qui sera un de mes adjoints. Est-ce que vous allez rester conseillère municipale ou conseillère départementale? Vous avez déjà fait votre choix, vous avez une préférence ou pas du tout?
Alors, j'avais annoncé effectivement que je resterais conseillère municipale. C'est mon souhait, mais c'est un discours, un dialogue, une discussion, pardon, que j'aurai avec l'ensemble de mes adjoints pour voir ce qui est le plus profitable pour la ville d'Albertville, que je reste conseillère municipale ou conseillère départementale. Voilà, c'est une décision que nous prendrons Vous n'avez pas encore ensemble. la décision- balance, il n'y a pas encore de choix. Voilà, plus la que l'un que décision l'autre. n'est pas prise, mais je ferai en fonction de ce qui est le mieux pour Albertville. Et potentiellement, votre successeur, on parle de Frédéric Burnier-Frambourès, il a pris la place de Vincent Rolland lui-même qui a dû démissionner puisqu'il a été élu député. Voilà. Il est favori, même s'il y a un Il est- vote, il est... Il est favori, bien sûr, et voilà, il est mon premier adjoint. Il prend le relais petit à petit. D'ici la fin octobre, les choses seront complètement organisées. Et il est le favori, oui. Ça chamboule beaucoup, c'est non-cumul des mandats, ça fait un peu un jeu de chaises musicales, mais après tout sera en place à partir de début novembre. Voilà, exactement. Tout sera en place à partir début novembre. C'est vrai que la loi se met en application et plusieurs maires sont en train de démissionner, soit de leur fonction de maire, soit de leur fonction de sénateur, ou, voilà, selon le cas. Et effectivement, c'est une loi qui a été votée, qui s'applique et qu'il faut respecter. Eh ben, merci beaucoup Martine Berthet d'avoir été avec nous et puis bonne rentrée au Sénat d'ici la semaine prochaine. Et puis il y a beaucoup de dossiers, on espère vous recevoir sur le plateau de nouveau pour parler des dossiers en cours. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Merci à vous. Et puis pour continuer cette émission, je reçois Vincent Poirier. Je vous laisse rentrer sur le plateau. Vous êtes co-gérant de BD Fugue à Annecy. On va parler bande dessinée régulièrement dans cette émission. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler plutôt italien, c'est ça? L'Italie a été quand même un peu dominante dans l'émission pour le moment, mais je trouve que c'est le bon moment. C'est puisqu'il y ça, a c'est la Festival thématique du jour. et Annecy Cinéma Italien qui a démarré lundi, qui est un des événements favoris des amateurs de cinéma. Ça se passe à Annecy. Et on a cette chance-là, et je pense que c'est aussi l'occasion effectivement de faire des transversales. La bande dessinée raconte aussi beaucoup de choses, tout comme c'est le fait le cinéma. Et notamment, il y a une bande dessinée qui s'appelle Maestro di Roma. Alors, que j'ai là. Voilà, qui est sortie il y a un tout petit mois, fin août à peine. Deux auteurs qui nous racontent l'histoire fictive d'Umberto Cavalletti, qui est un réalisateur qui n'a pas existé, mais qui est représentatif de ces années symboliques de la Cinecittà. Donc de 1950 à 1980, on découvre ce réalisateur un peu maudit qui a traversé les époques. Et c'est une histoire qui nous permet d'avoir une vraie vision du 7e art par le biais du cinéma italien, mais aussi finalement du cinéma en général. Donc c'est une histoire humaine, c'est une histoire forte. Et on aura la chance de recevoir les auteurs samedi pendant Annecy Cinéma Italien à la librairie. Donc les lecteurs pourront les rencontrer pour parler un petit peu de cette œuvre. À quelle heure? 15h-19h. 15h-19h, séance de dédicace. Voilà. Vous attendez beaucoup de monde, j'imagine. On espère. Il mérite, en tout cas, clairement. Alors, on continue à parler italien avec La Terre des Fils. Et oui, parce que parmi effectivement les œuvres d'auteurs italiens, la bande dessinée se développe beaucoup de manière transatlantique. Et JP est un des plus grands représentants effectivement de la qualité de la bande dessinée italienne. JP, il avait déjà reçu il y a 10 ans de ça le prix du meilleur album à Angoulême. D'accord. Je crois qu'il mérite potentiellement de l'avoir à nouveau. Pour moi, il a fait un album encore meilleur ici. Un album qui est dans un contexte post-apocalyptique, un contexte dur. Le monde a été détruit. Un homme, qui est un petit peu notre fil rouge, a connu notre époque. Et cet homme a eu 2 enfants qui, eux, n'ont connu que le post-apocalyptique. Et il essaye à la fois de les préserver et en même temps de les forger à ce monde un peu hostile. C'est d'une psychologie extraordinaire, la narration est bluffante. Je pense que c'est le genre de lecture dont on ne ressort pas tout à fait dans les mêmes conditions que quand on est rentré dedans. Vous, ça a été un coup de cœur? Ça a été une claque, vraiment. Vraiment. J'ai découvert qu'il était capable de faire encore mieux qu'un niveau extrêmement haut que je lui avais donné. Non, là vraiment, un chapeau de JP, c'est une petite merveille, un chef-d'œuvre dur, hein, un récit dur, mais remarquable. C'est ça, parce que même dans la bande dessinée, souvent quand on pense bande dessinée, on pense aux grands classiques, les Schtroumpfs, Tintin, etc. Mais la bande dessinée, il y a vraiment de vraies histoires, comme un roman. Il y a de tout. Il y a de tout en bande dessinée. Désormais, pour moi, personne ne peut rentrer dans la librairie, même quelqu'un qui me dit « j'aime pas la bande dessinée », sans trouver quelque chose qui lui plaira. Il y a une telle variété de genres que... Et en parlant de l'Italie, on ne peut pas ne pas penser à Hugo Pratt,
Oui, Hugo c'est ce que Pratt, j'allais dire, j'allais continuer. C'est l'auteur de Corto Maltese, Qu'on connaît tous. c'est cultissime. Et aujourd'hui même, un nouvel album de Corto Maltese est sorti. Alors Hugo Pratt est décédé, ça fait pas loin d'une vingtaine d'années, mais c'est deux auteurs espagnols. Alors c'est plus italien, mais ça reste très Ça européen. reste dans le sud. Deux très grands auteurs, hein, véritablement, qui sont aux manettes et qui ont ressuscité un des rôles les plus difficiles pourtant à incarner en bande dessinée. C'est prodigieux en termes de toute la philosophie, toute l'aventure, tout ce qui se passe derrière. Un nouvel album qui existe en couleur ou en noir et blanc, parce que les puristes l'ont connu en noir et blanc. Il Et y a le deux grand sorties. public, oui, il y a l'album sous deux formes. Et voilà, un grand retour d'un grand héros de la L'histoire grande bande rapidement dessinée. de celui-ci pour donner envie. Ici, on part en Équateur. Donc, c'est un aventurier, c'est un voyageur. Donc, c'est l'Équateur avec tout son mystère, tous ces dangers aussi, finalement, qui vont malmener notre héros, Corto Maltese, mais qui a un flegme, malgré tout, face à ces situations-là, qui est extraordinaire. C'est accessible à partir de quel âge Alors, Corto Maltese, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de mode de lecture. C'est qu'effectivement, ce n'est pas une bande dessinée qui va se lire comme un Astérix ou un Tintin. D'accord. C'est une bande dessinée avec un fond qui va être sur plusieurs niveaux. Si on veut juste une BD distraction, c'est pas forcément Corto Maltese qui sera le meilleur choix. Par contre, si on veut une BD qui va nous emporter, qui va nous faire voyager, une BD qui est encore présente une fois qu'on ferme les yeux, c'est là la bonne bande dessinée. On a Donc l'impression si on d'être a en envie Équateur. d'événements, si on a envie d'action, si on a envie d'explosion, c'est peut-être pas Corto Maltese qui sera le meilleur choix. Par contre, si on a envie d'une grande histoire qui nous émeut et qui nous fait battre le cœur, Corto est le bienvenu. Ça rappellera des souvenirs à ceux qu'on connus au début et puis ça permet de faire découvrir aux nouvelles générations. Oui, parce que c'est intemporel, Corto Maltese, tout à fait. Alors on termine avec celui-ci. Alors on revient chez nous On revient avec chez nous. au Mont Blanc. Et même franchement chez nous, puisqu'il y a une bonne partie qui se passe à Annecy. Edelweiss, c'est l'histoire d'Olympe. Olympe, cette femme qui avait un rêve familial, puisque c'est issu de sa mère, de sa tante, de son cousin, gravir le Mont Blanc, arriver au sommet. Olympe, ça nous fait penser au Mont Olympe, ça nous fait penser aussi à Olympe de Gouges, qui était une des premières féministes de l'histoire de France. Elle a un petit peu tout ça, tant la montagne que effectivement cette modernité dans cette époque qui était encore pas tout à fait en place pour le rôle des femmes dans la société. C'est une histoire d'amour aussi, une histoire d'amour romantique, mais aussi effectivement pour la montagne. C'est vraiment un objectif pour elle. C'est une belle histoire, l'ascension du Mont Blanc, ça reste. On est sur un décor que tout le monde connaît ici, donc forcément on se projette plus facilement. Oui, puis on est vraiment à une époque où c'était finalement encore plus difficile. Les guides de haute montagne n'étaient pas si bien aguerris. Il n'y avait pas tout cet accompagnement qui était là. C'était un vrai défi, c'était aussi un risque de mort certain pour beaucoup, donc c'était quelque chose qui ne se faisait pas par-dessus la jambe. C'est une très très belle bande dessinée, c'est un couple qui est au dessin. Je pense que, au dessin scénario d'ailleurs, je pense que ça se ressent aussi beaucoup dans l'émotion qui ressort de cet album. C'est une BD à quatre mains. Oui, oui. Et vous recevrez d'ailleurs, si je me Et trompe les pas, auteurs c'est ça viennent aussi à la librairie, ils viennent la semaine prochaine. Ça sera vendredi 6 octobre, l'après-midi aussi. Très bien. Voilà. Alors, on a fini là pour la sélection. On va parler un tout petit peu de vous et de votre boutique. Vous viendrez régulièrement donc, dans Oui. l'émission nous proposer. Vous faites de tout, toute BD chez vous? Tout ce qui est du 9e art. La bande dessinée, c'est du 9e art, donc effectivement la bande dessinée au sens large, au sens international. Donc bande dessinée dite franco-belge, bande dessinée manga, donc japonaise, le comics, évidemment, et puis aussi finalement toute cette bande dessinée un petit peu en marge qu'on appelle le roman graphique. C'est le cas du JP, La Terre des Fils, où on a un format effectivement qui sort un petit peu du code standard de 46 pages couleur. Et là, c'est des histoires qui prennent une autre envergure, qui se rapprochent un petit peu plus effectivement du roman. Donc pour un lectorat qui n'est pas si aguerri que ça à la bande dessinée, c'est une bonne transition aussi sur l'art séquentiel qu'apporte la bande dessinée. La bande dessinée, ça reste toujours, de toute façon, ça fait toujours, ça fonctionne forcément. Tout le monde a des BD chez soi. Bah, j'espère. Non, c'est indispensable, je crois. Et puis la bande dessinée, maintenant, c'est dès 3 ans. Donc c'est vrai que le slogan de Tintin, c'était 7 à 77 ans.
On est bien au-delà, bien avant et bien après désormais. Il n'y a plus de limite effectivement dans la bande dessinée. Donc ça c'est extraordinaire aussi. On peut prendre du plaisir à tout âge. Toute culture, toute attente effectivement peut être récompensée en bande dessinée. Oui, et puis il y a même des rééditions. Ça se fait de plus en plus. Je pense effectivement à Tintin, le premier Tintin et les Soviets qui vient de ressortir en couleur. Ça se fait de plus en plus aussi pour que les jeunes générations redécouvrent aussi les anciennes BD. Il faut pérenniser. Hein. Il y a effectivement des choses qui sont hors normes, qui sont parues en bande dessinée. Il n'est pas question de sans arrêt remplacer ce qui a existé. Il faut rajouter évidemment les œuvres actuelles, mais il ne faut pas perdre de vue ce qui a existé. Donc tout ça cohabite extrêmement bien. Et oui, c'est ce qui fait aussi justement qu'on a tout un public qui a grandi avec la bande dessinée, qui a maintenant plutôt la 40-50aine en moyenne, et qui sont des passionnés de bande dessinée parce qu'ils prennent des moments de plaisir en lecture qui sont hors normes. La bande dessinée, c'est autant de potentiel que le cinéma, mais pour un budget moindre. Donc là, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, en mettre plein la vue, du grand spectacle, des explosions, effectivement, détruire le monde, pourquoi pas. Et tout ça simplement avec le talent d'un dessinateur, d'un scénariste derrière. Eh ben, merci beaucoup Vincent d'être venu sur notre plateau. On se retrouve le 27 octobre prochain pour une nouvelle petite sélection. Vous avez un mois pour sélectionner. Oui, et je viendrai avec un invité, un auteur de bande dessinée qui m'accompagnera. Super, comme ça il pourra nous expliquer son métier. Merci beaucoup merci Vincent. Encore. Et je reçois en dernier invité Sébastien qui va venir nous parler de sa série. On ne change pas une formule qui gagne la série de la rédaction. Cette semaine, tu es retourné à l'école. Voilà, un petit retour sur les bancs de l'école, un retour très très agréable. J'ai choisi de consacrer une série, on va dire aux écoles un petit peu hors schéma classique. On reste que dans l'éducation nationale, mais voilà, j'ai choisi de m'intéresser à ce qui se fait à côté, on va dire, les écoles un petit peu alternatives. Alors, on a une école bilingue, une école Montessori et une école classe unique. Laquelle t'a le plus impressionné? Alors franchement, je suis assez embêté, enfin embêté, c'est un bien gros mot, mais des 3 reportages, des 3 univers, il y a du bien dans les 3, il y a du un petit peu moins bien forcément dans les 3. Mais j'ai vraiment été bluffé par chacun des univers, chacune des classes dans lesquelles j'ai pu tourner. Un grand merci, j'en profite, un grand merci aux éducateurs, aux instituteurs qui m'ont permis, aux directeurs qui m'ont permis de filmer pendant les cours, pendant les classes, et aussi un grand merci aux élèves. Oui, alors on va regarder un premier extrait. Celui-ci, c'est une école bilingue. Du côté d'Anne Sylvieux. Ces enfants chantent en anglais, parlent en anglais et écrivent même en anglais. Et pourtant, nous sommes bien à Anne-Sylvieux. Depuis maintenant 8 ans, l'école bilingue de Haute-Savoie accueille des élèves de la petite section de maternelle au CM2. Ils étaient 20 élèves pour la toute première rentrée. Ils sont aujourd'hui 295 répartis sur 2 sites. On n'était peut-être pas tout à fait conscient de l'évolution que ça allait pouvoir prendre, mais effectivement, on a beaucoup de demandes, les parents sont très demandeurs pour ce système bilingue et on est un petit peu victime de notre succès. Si les élèves de maternelle sont en immersion quasiment totale avec seulement 1 heure de français par semaine, les enfants scolarisés en section primaire ont des cours en alternance avec une demi-journée en français et l'autre demi-journée en anglais. Alors ça, c'est toujours impressionnant de voir des enfants si petits parler anglais. Ouais, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est impressionnant. Alors il faut savoir, comme on le voit dans le sujet, ils commencent dès la maternelle à avoir quelques notions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'arrivés en CP, ils ont déjà plus que des notions. Ils peuvent déjà presque parler, presque écrire. Oui. Donc le travail est un petit peu, dire, entre guillemets, un peu moins compliqué pour les enseignants. Ils n'ont pas forcément tout ce retard à accumuler. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis c'est des gamins sympas et tout. Et de les voir parler anglais, c'est vrai que c'est marrant parce que on a l'impression d'être, si on ferme les yeux, d'être en Angleterre ou aux États-Unis. Ils sont meilleurs que nous. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Alors, la deuxième école à laquelle tu t'es intéressée, c'est l'école Montessori. On en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup de cette pédagogie Montessori, du nom de sa créatrice, Maria Montessori, une ancienne scientifique, médecin italienne. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est en plein essor. Il y a, je crois, environ une vingtaine d'écoles Montessori qui ouvrent chaque année. Il y en a beaucoup ici en Pays de Savoie. Il y en a beaucoup, mais j'ai un petit peu galéré pour réussir à avoir une école qui voulait bien ouvrir ses portes. J'ai trouvé du côté de Mairie une sympathique équipe qui m'a ouvert ses portes. Et voilà, j'ai pu vivre une expérience et découvrir un univers assez incroyable. C'est quoi rapidement la méthode Montessori? Alors la méthode Montessori, c'est pas une méthode, on m'a repris la pédagogie Montessori. On va dire que c'est l'enfant au cœur de tout, c'est-à-dire que l'enfant est libre de faire ce qu'il veut, les matières sur lesquelles il veut travailler. Il n'y a pas vraiment ce rapport entre le professeur et l'élève, le professeur qui sait et l'élève qui apprend. C'est vraiment tout dans la liberté. Donc ça, c'est le reportage qu'on verra ce soir. Ce soir, dans le JT. Et demain, c'est une école en classe unique. Alors ça, c'est forcément dans un petit village. Oui, un petit village entre Verne, dans les Bauges, au-dessus de Duin, 200 habitants.
22 élèves dans cette école à classe unique. Il y a seulement 3 cas dans le bassin annécien. Là aussi, c'est assez impressionnant parce que un gros travail en amont pour l'instituteur qui doit gérer des enfants qui ont entre 5 et 11 ans. Donc il y a un certain déséquilibre. Donc ça vaut le détour parce que c'est vrai que là aussi, il y a une notion qui se dégage de ce type de classe, c'est la solidarité. Parce que voilà, les grands vont naturellement aider les plus jeunes et les plus jeunes vont aller naturellement voir les plus grands. Alors on regarde un extrait et puis on conclura juste après. Assisté quotidiennement par un agent territorial des écoles maternelles, l'instituteur doit jongler entre les niveaux pour s'adapter à ce régime un peu spécial. L'exercice 6. Et il vous faut, écoutez-moi bien, un crayon bleu, un crayon vert et un crayon rouge. La principale difficulté, c'est de gérer les multiniveaux et d'appréhender la classe d'une autre façon que quand on n'a qu'un seul cours. Dans cette classe ouverte, les enfants sont déjà responsabilisés et un sentiment d'entraide et de solidarité entre petits et grands s'instaure presque naturellement. Ils ont soif de savoir, ils sont intéressés, ils posent des questions. Alors évidemment, moins que les grands, parce qu'ils sont plus petits, des fois ils n'osent pas, surtout en début d'année. Mais les grands intègrent très rapidement les plus petits. Poisson nous a rejoint sur le plateau, donc forcément c'était dissipé plus que les élèves qu'on voit les grands. Sébastien, donc rapidement sur ces 3 reportages, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que peu importe la méthode, les élèves, ils sont... On se rend compte surtout, je me suis rendu compte qu'il y a autre chose que le schéma classique. Alors forcément, il y a, on va dire, des aspects négatifs. On pense notamment pour les 2 premiers au coût. Un tarif, c'est un certain coût. Ce n'est pas l'école publique où c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible. Mais je pense qu'il y a du bon dans chacune de ces 3 façons d'enseigner. Et puis après, c'est aux enfants, je pense, de voir dans lesquels ils se sentent le mieux. Merci beaucoup Sébastien. Merci Pauline. Ce soir, l'école Montessori et demain, l'école classe unique. Du côté d'Entreverne. D'Entreverne, voilà, dans le JT. Le JT, rapidement, Olivia, les 2 titres qui seront développés d'ici 3 minutes. Justement, la fameuse pédagogie Montessori de Sébastien. Et on partira au Grand Bornand où une nouvelle piste fait polémique. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Demain, nous recevrons Denis Varachin, le président de l'université Savoie-Mont-Blanc. Nous parlerons également patrimoine et nous recevrons Valérie Derrère, notre confrère de France Bleu Pays de Savoie. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook, Twitter et notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain.